Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer ce soir la Mauritanie, la présidentielle du week-end dernier, la majorité absolue pour le candidat du pouvoir. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Didier Assogba. Bonsoir Didier Assogba. Bonsoir Samuel. Le candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi en Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a été proclamé vainqueur dimanche 23 juin avant l'aube du premier tour du scrutin présidentiel à partir des résultats de 80% des bureaux de vote. Dans la soirée, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé qu'il avait obtenu la majorité absolue avec 52,01% des suffrages. Il devance ainsi largement les opposants, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid qui recueille 18,58%. L'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, lui, recueille 17,87%. Et le journaliste Baba Amidou Khan, 8,71%. Didier Assogba, le candidat du pouvoir, s'il était sûr qu'il serait vainqueur, sortir dès le premier tour était un autre inconnu. Oui, est-ce que dans les urnes, il est sorti vainqueur? Ça reste un autre débat à mener après. Mais on s'étonnait du fait que Mohamed Ould Abdelaziz, donc le président sortant, puisse accepter d'abord ne pas se représenter. Et c'était d'abord une surprise. Et on imaginait bien ce qu'il mijotait, c'est de placer un des généraux, ces éléments sûrs, à la tête du pays en partant. Donc c'est le coup qui est réussi. Et vous imaginez le scénario de la proclamation de ces résultats. Le candidat du pouvoir qui annonce lui-même déjà sa victoire, indiquant avoir remporté la majorité des voix. Et la CENI, qui était en pleine compilation des résultats, a dû écourter ses activités pour proclamer les résultats. Ce qui sort de l'ordinaire, la CENI n'avait pas fini la compilation des résultats, n'avait pas fini de consolider tous les résultats issus des urnes et centraliser donc à son siège avant la proclamation des résultats. C'est ce qui aujourd'hui provoque le courroux des opposants qui n'acceptent pas ces résultats-là. Et on voit que depuis la proclamation de la victoire du candidat du pouvoir, le général donc qui est proclamé vainqueur, on voit que le pays est dans des difficultés. Et voilà aussi l'une des questions qu'on se pose. Est-ce que la CENI est vraiment indépendante ou est-ce que la CENI est contrôlée par quelqu'un? Voilà la grande question. De toute façon, il aurait été très difficile de battre le candidat du pouvoir. Non, c'est pas vraiment difficile. Ce n'était pas vraiment difficile de le battre. Sinon, il n'aurait pas obtenu que 52%. Si c'était vraiment difficile de le battre, il aurait obtenu 70, 95, 80%. Mais ils ont tout fait pour qu'il ait juste la majorité absolue pour éviter qu'au second tour, il y ait une coalition de l'opposition, une vraie coalition de l'opposition contre lui. Voilà, si le premier de l'opposition, M. Biram, s'associe avec l'ancien Premier ministre et le journaliste et les autres candidats au second tour, le candidat du pouvoir aura toutes les difficultés pour l'emporter. Et donc, ils ont tout fait pour le faire passer dès le premier tour pour éviter toute surprise au second tour. C'est ce qui est arrivé. Donc voilà, aujourd'hui d'ailleurs, c'est lui qui annonce avoir gagné avec ses 42%, et la CENI confirme. Est-ce que ces élections étaient vraiment des élections ouvertes? Est-ce que ces élections étaient vraiment des élections sincères et démocratiques? C'est la question qu'on se pose. Sinon, à mon sens, même si les candidats s'autoproclamaient, ce qui interdit déjà la loi électorale, si des candidats s'autoproclament, la CENI aurait dû prendre tout son calme et toute sa patience pour compiler tous les résultats, centraliser les résultats, les analyser bureau de vote par bureau de vote ou centre de vote par centre de vote, et après les consolider et proclamer les résultats globaux issus des urnes. Mais cela n'a pas été le cas. Et on comprend aujourd'hui pourquoi est-ce que cette élection-là, du protégé du président sortant,
est aujourd'hui contestée. Alors, est-ce que l'opposition n'a pas aussi à s'en prendre à elle-même dans la mesure où, bien avant cette élection, elle avait mené plusieurs discussions pour se trouver un candidat unique, mais n'avait pas réussi à dégager ce candidat unique qui ferait face au candidat du pouvoir? De toutes les façons, le pouvoir actuel, le pouvoir en place en Mauritanie est dans une logique. C'est de ne pas perdre le pouvoir ici et maintenant. Donc, c'est de tout faire pour gagner, pour garder le pouvoir après le départ du président actuel. Donc, même si l'opposition arrivait à se trouver un candidat unique pour affronter le candidat du pouvoir, on ne serait pas surpris qu'on lui collerait juste un 30%, 40%, pour dire que l'autre a gagné avec 60%. Donc, de toutes les façons, la stratégie, à mon sens, adoptée par l'opposition n'est pas une mauvaise stratégie. Quand on est dans des élections ouvertes à deux tours, généralement, la stratégie la meilleure, c'est de laisser tout le monde aller, faire émietter les voix, surtout du candidat qu'on redoute le plus en face, émietter ses voix, et qu'au second tour, on se mette d'accord sur quelqu'un, ou ne serait-ce que celui qui est sorti vainqueur, ou dans les rangs de l'opposition, celui qui vient en premier, que tout le monde se mette derrière lui pour appeler au report de voix, donc sur lui au niveau du second tour. Mais le pouvoir ayant compris cette stratégie, et qu'il voit d'ailleurs arriver, s'est arrangé à ce qu'il n'y ait jamais un second tour de scrutin, et que le candidat du pouvoir gagne dès le premier tour, ce qui déjoue complètement le plan qu'a concocté l'opposition, à défaut d'avoir eu un candidat unique qui, à mon sens, de toutes les façons, serait déclaré perdant de ces élections. Alors, l'opposition mauritanienne dénonce de nombreuses irrégularités, mais Didier Soba, on connaît aussi la chanson. Oui, la chanson, mais elle est réelle également. C'est la chanson de toutes les oppositions, un peu partout en Afrique, mais c'est une chanson aussi réelle. Vous voyez, vous êtes en face d'un pouvoir qui place un candidat pour qui on mobilise les moyens de l'État, pour qui on mobilise le personnel de l'État, pour qui on mobilise toute l'administration publique, et pour qui même on fait des chantages et on menace même des gens qui sont obligés, malgré eux, de soutenir, soit d'accompagner ce candidat-là à ces élections. Donc, voilà l'opposition. Si l'opposition dénonce des irrégularités, c'est vrai que les sujets de campagne de l'opposition sont des sujets réels, des préoccupations réelles des populations mauritaniennes aujourd'hui. Et je pense véritablement que les irrégularités dénoncées sont réelles. On ne va pas me dire que M. Ghazouani ait pu gagner facilement comme ça au premier tour devant des candidats aussi huppés, aussi compétents que ceux-là. Il y a eu certainement des choses qui n'ont pas marché. À des niveaux donnés, il y a certainement de bourrage d'urnes. Et si l'opposition dénonce un certain nombre de choses, c'est à raison. Mais comme on le dit, devant des pouvoirs du genre, il est souvent difficile d'avoir gain de cause, parce que le pouvoir sait que s'il déclare déjà celui-ci vainqueur, même s'il y a des difficultés, il y aura un dialogue pour calmer le pays et le laisser gouverner de toute façon. Mais Didier Sogba, si on écoute votre analyse, c'est un peu comme si Mohamed Ould Abdelaziz n'avait pas bien gouverné la Mauritanie, de sorte à ce que celui qui le succède aujourd'hui puisse bénéficier des reports de voix. Oui, évidemment. C'est un président contesté, donc c'est un président qui a été contesté. On a suivi un peu la façon dont il est arrivé d'ailleurs à modifier la Constitution. C'est ce qui a d'ailleurs réveillé tous les Mauritaniens de la façon qui ont soupçonné ses envies de s'éterniser au pouvoir. Il voulait un troisième mandat. On sait qu'il est déjà au pouvoir depuis longtemps. Il a fait 2 mandats. Lui-même, il s'est décidé à limiter. Il a fait 2 mandats. Il veut modifier la Constitution pour avoir un autre mandat. Ce que les députés et les sénateurs n'ont pas voulu. Il avait une chambre acquise et les sénateurs ont bloqué le projet qui n'a pas prospéré. Il a poursuivi un certain nombre de sénateurs. Mais de toute façon, cela a réveillé les soupçons à travers le pays, et qu'il ne fallait pas que M. Mohamed Ould Abdelaziz puisse rester encore au pouvoir.
il a dû compris le message du peuple et il s'est rétracté et en envoyant maintenant son pion parce qu'il sait que s'il y a une alternance ici et maintenant, il serait dans des difficultés. Et donc pour lui, c'est de tout faire et de mobiliser l'appareil de l'État. En tant que président sortant et encore en exercice, c'est lui qui donnait des ordres au ministre de l'Intérieur qui donc est de facto le patron de la CENI. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui pilote le pays, qui pilote l'élection. Et donc, il a tous les leviers possibles pour faire passer son candidat. On a pu voir dans d'autres pays que les présidents sortants ont organisé des élections et que leurs protégés ont perdu. Mais ayant tiré les leçons, le président mauritanien a tout mis en œuvre pour que cela n'arrive pas. Sinon, pourquoi est-ce que la CENI peut suspendre ses activités ou mettre fin, disons, à ses activités sans même avoir fini de travailler? C'est la grande question qu'on se pose. On voit partout les CENI, elles sont en place avant l'élection, pendant l'élection et bien après l'élection. Mais on voit une CENI cette fois qui est là avant l'élection, qui organise les élections, qui se précipite à proclamer les résultats pour disparaître. Mais c'est inimaginable cette CENI qu'on a en Mauritanie et cela donne un certain nombre de raisons à l'opposition qui dénonce des irrégularités. D'abord dans la proclamation des résultats, comme on le dit, mais des irrégularités auraient pu survenir également au niveau même du vote, puisque la CENI n'a pas pris du temps pour analyser les chiffres. La CENI s'est précipitée pour s'aligner sur le candidat du pouvoir et nul n'est étonné de ce que le coup mijoté par le président Abdelaziz ait pu passer facilement sous le coup de la pression et de la pression, de sa pression même également et de la pression de l'armée. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut tenir pour vrai, c'est que la Mauritanie vient de connaître une première transition pacifique. Oui, c'est vraiment pacifique parce que celui qui succède au président sortant est issu du même corps que lui. Oui. Lui-même étant militaire, il fait tout pour que ce soit un autre militaire qui le succède. Ça aurait été un civil ou un opposant qui réalise l'alternance là-bas, ça va être difficile pour l'autre camp et surtout l'armée d'accepter qu'un des leurs, un des généraux, est allé à ces élections et s'est fait battre par un candidat de l'opposition et un civil qui plus est. Et donc voilà, c'est une transition, on va dire, qui se passe calmement actuellement, mais les heures, les contestations, les courses-poursuites entre l'armée, enfin une partie de l'armée, la police, les forces de l'ordre et de sécurité et les militants de l'opposition sont toujours en cours dans le pays et ce n'est pas pour autant apaisé et calme que ça. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On marque la pause et après on passe à l'invité de ce soir.